Bienvenue pour cette exploration d'une figure historique française vraiment déconcertante. Gilles de Rais. Oui, un nom qui évoque à la fois la gloire et l'horreur la plus sombre. Exactement. D'un côté, maréchal de France, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, un héros national presque. Et de l'autre, l'homme derrière des crimes absolument atroces. On va s'appuyer pour en parler sur le livre de Jean Benedetti, The Real Bluebeard. Qui utilise beaucoup de documents d'époque, c'est ça, les actes du procès notamment. Tout à fait. Et pour comprendre Gilles de Rais, il faut vraiment se replonger dans l'époque. Début du XVe siècle, pleine guerre de 100 ans. En sacré chaos. Ah oui, un chaos quasi permanent. Le roi Charles VI qui a des accès de folie, le pays déchiré par la guerre civile, Armagnac-Bourguignon. Sans oublier les Anglais qui occupent une bonne partie du territoire. Voilà. La violence est endémique. Et il y a ce contraste entre l'image idéalisée de la chevalerie, le luxe des cours, Les enluminures, la courtoisie, et la réalité brutale, la guerre, la peste, la famine. L'autorité même, celle de l'Église, est très affaiblie. Un vernis de chevalerie sur une réalité très dure. Ce contexte est clé, on le sent bien. Notre but, donc, c'est de suivre le parcours de Gilles de Rais, de cette gloire à la chute terrible, en s'aidant de Benedetti. et on essaiera de comprendre ce lien avec Barbe Bleue aussi. Oui, cette connexion étrange. Alors, commençons par le début, la gloire. Il naît riche, c'est ça? Oui, vers 1404. Oui, dans une opulence incroyable. Fruit d'héritage, d'alliance familiale. Petit-fils du très influent Jean de Craon. Mais une enfance pas si simple. Disons, marquée par la mort précoce de ses parents. C'est son grand-père, Jean de Craon, qui lève un personnage puissant, mais bon, pas forcément un paragon de vertu. Et Benedetti suggère que ça a pu avoir un impact, ce manque de discipline, cette influence. Oui, c'est une piste qu'il explore. Ensuite, c'est l'ascension militaire fulgurante, aux côtés de Jeanne d'Arc. Orléans, la campagne du Sacre. Et le voilà, maréchal de France, Ouais. le jour même du sacre de Charles VII. C'est absolument exceptionnel comme parcours, très jeune en plus. Mais la source pointe déjà une extravagance, des dépenses folles pour sa chapelle, sa suite. C'était déjà un peu excessif, non? Ah oui, clairement. C'est typique de l'aristocratie de l'époque, mais chez lui, ça semble démesuré. Benedetti situe le vrai tournant après la fin de l'aventure avec Jeanne d'Arc et surtout après la mort du grand-père en 1432. Il perd ses repères en quelque sorte. C'est ça. La structure militaire s'efface un peu, la figure d'autorité du grand-père disparaît, la source évoque un possible effondrement psychologique, un vide, peut-être lié à cette enfance dont on parlait. Et c'est là qu'il commence à s'isoler dans ses châteaux, Tiffauges notamment, Oui. et à dilapider sa fortune. Exactement. Vente progressive des terres, un train de vie complètement fou. Mais c'est surtout à ce moment-là que l'histoire bascule dans l'horreur. Les crimes. Oui. Les actes du procès, que Benedetti détaille, sont glaçants. On parle de meurtres en série d'enfants. Des dizaines, peut-être 140 ou plus. C'est inimaginable. Des enfants souvent pauvres. Souvent, oui, des enfants mendiants ou enlevés dans les campagnes alentours. Ensuite, les sévices sexuels, les meurtres rituels décrits dans les aveux. Et Benedetti mentionne que Gilles lui-même a avoué y trouver une forme de plaisir morbide. C'est ce qui ressort des aveux, oui. Un plaisir à tuer, une fascination pour les corps. C'est terrible. Et le contraste avec sa piété affichée est saisissant. Sa chapelle des saints innocents était somptueuse. Il n'agissait pas seul, j'imagine. Non, non. Il avait des complices. Ses cousins, Gilles de Sille, Robert de Briqueville. Ses serviteurs dévoués, Henriette et Poitou. Et puis une femme, Perrine Martin, dite la Méfreuil, qui lui amenait des enfants. Une organisation sordide. Et en parallèle, il cherche de l'argent, oui. Ruiné, il se tourne vers l'alchimie, l'invocation de démons, il fait venir un Italien, Francesco Prelati, pour l'aider, mais Benedetti insiste bien, la magie, c'est pour l'argent. Les meurtres, ça relève d'autre chose, de ses pulsions. Comment tout ça s'arrête finalement? Comment est-il arrêté? Ça a duré des années, c'est vrai. Le déclic, légal, c'est une affaire presque mineure. Il viole une église à Saint-Étienne-de-Mer-Morte, séquestre un prêtre. Un prétexte? Un prétexte en or pour le duc de Bretagne, Jean V, et l'évêque de Nantes, Jean de Malestroit. Ils avaient aussi des vues sur ces dernières propriétés, il faut bien le dire. Il y avait des intérêts politiques, financiers. Donc un double procès est lancé, ecclésiastique et séculier. Et au début, il résiste. Oui, il défie le tribunal ecclésiastique, il nie sa compétence, mais la menace de la torture le fait craquer. Et là, il avoue tout. Une confession complète, détaillée. Il reconnaît les meurtres, les sévices.
Selon les minutes du procès, il aurait mis ça sur le compte de son éducation, cette enfance sans limite, sans discipline réelle. La condamnation était inévitable. Oui, pendu, puis son corps mis sur le bûcher à Nantes en octobre 1440. Mais sa famille a obtenu qu'on retire le corps avant qu'il ne soit totalement brûlé. Henriet et Poitou, eux, sont brûlés entièrement. Reste cette énigme de Barbe Bleue. Comment passe-t-on du tueur d'enfants en série au personnage de Perrault qui tue ses épouses? Alors Benedetti avance une hypothèse intéressante, basée sur la langue. Une confusion possible entre barbe, le poil du visage, et barbe, comme dans cheval-barbe, une race de chevaux. Ah oui. Gilles montait peut-être un cheval-barbe, couvert d'un caparaçon bleu. Et au fil du temps, la légende aurait transformé le seigneur au cheval barbe bleue en le seigneur à la barbe bleue. D'ailleurs, si Gilles avait une barbe, elle était probablement rousse. C'est fascinant comme déformation. Donc pour résumer cette plongée, on a ce personnage incroyable de contraste. Héros et monstre, richissime et ruiné, l'idéal chevaleresque d'un côté, la brutalité la plus extrême de l'autre. Benedetti le voit vraiment comme un produit de son temps, mais poussé à l'extrême limite. Exactement. Une époque violente, décadente, où les repères moraux pouvaient vaciller dangereusement. Et ça nous laisse avec une question, peut-être? Oui, une question pour la réflexion. Gilles de Riez était-il un monstre unique, une aberration totale, ou est-ce qu'il était, d'une certaine manière, le reflet, certes monstrueux, hypertrophié, de la corruption et de la violence de son siècle? Qu'est-ce que son histoire nous dit sur le pouvoir, la richesse et la morale quand les garde-fous s'effondrent?